Bon, du coup, je vais inviter le premier intervenant extérieur à me rejoindre. Hop, je vais switcher de slide. Magnifique, magnifique. Bonjour. Est-ce que ton micro marche? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Ouais, nickel. Voilà. Est-ce que Ok. tu veux te présenter? Ouais, je vais me présenter rapidement. Donc, Adrien, alias Barbatronic. Je suis un des. J'ai participé à la Coupe de France de robotique depuis 2009. Je crois qu'il te fait des signes dans le. Et je suis un des membres de l'équipe Les Caribous. Et on en discutera un petit peu cet après-midi, puisque je fais une conférence sur animer un lab et monter un espace de fabrication dans son école. Euh, et que dire d'autre et je fais des lives également sur Twitch tous les dimanches soirs où on présente en fait comment on fabrique nos robots dans l'association. Donc voilà, pareil, on en reparlera un peu cet après-midi. Et là, avec Mikaz, on va discuter un peu de qu'est-ce qu'un robot. Alors c'est lui qui a fait la presse, je tiens à le préciser. Lui, il va Du coup, découvrir un moi, peu les je vais slides. découvrir un peu les slides et puis je réagis. Je suis en réaction là. Ça va être le commentateur. Je vais changer de vue. Hops. Du coup, le but de la presse, c'est de présenter un peu en général qu'est-ce qu'un robot, de parler de plusieurs concepts et de vous donner quelques tips pour commencer un petit peu si vous voulez vous intéresser à ce sujet, mais il y a une conférence pour en parler un peu plus après. Je regarde juste niveau timing, on est bon. J'ai rattrapé. Hops, on va prendre. Je suis parti d'une base simple, c'est qu'est-ce que ça veut dire robot en fait, de manière générale. Je suis allé sur Wikipédia. J'ai tapé robot. Voilà. J'avoue, il y a des moments, c'est on va dire un premier site à regarder pour les débuts de recherche. Et qu'est-ce que dit Wikipédia? Wikipédia dit qu'un robot, c'est juste une machine programmable avec un ordinateur et qui est capable de faire des actions complexes ou un ensemble d'actions de manière automatique. Ok. Ouais, déjà là, en termes de définition, au niveau de la communauté des roboticiens, on n'a jamais la même. Voilà. Ça qui est assez drôle. Voilà, c'est une définition très très large de ce qu'est un robot. Mais en fait, dedans, on peut venir mettre énormément de choses, notamment les automates. Alors voilà, pour certains, c'est pas de la robotique, pour d'autres, c'en est. Voilà, c'est toujours un petit peu flou. Disons qu'il y a plein de termes autour de la robotique. C'est très général. Et puis on va le détailler un petit peu plus tard, mais ça peut être un ensemble de choses assez large au final. On peut même, les gens jouent sur les mots au point où en fait ils considèrent qu'un bot internet par exemple est un robot puisque c'est du code qui fait des tâches automatiquement. Actuellement, si on prend la définition, on peut dire que ça peut être par exemple un bras dans une usine. On a des bras robotisés dans les usines depuis pas mal d'années maintenant qui aident les travailleurs à transporter des charges lourdes par exemple. Un sous-marin autonome, c'est un robot techniquement, il est programmable et il fait des actions automatiques. Une voiture autonome, donc une voiture de Tesla, techniquement, c'est un robot d'après cette définition. Et si on peut continuer comme ça, cette décision est un peu grande et j'ai décidé d'en réécrire une note que j'ai déjà entendue qui, je pense, correspond un peu mieux de ce qu'on va parler aujourd'hui. Un robot peut être défini comme un ensemble mécatronique euh, pouvant, pouvant ou non se mouvoir et interagissant avec son environnement pour accomplir des actions. Définition qu'un de mes profs a pu me donner durant mon cursus. Pour rappel, la mécatronique, j'ai mis un petit diagramme sur la droite pour expliquer un petit peu. La mécatronique, on va dire, c'est la matière, c'est le domaine où on fait un peu de mécanique, un peu d'électronique et on pilote le tout. Donc en fait, basiquement, c'est faire un mini robot, ce domaine. Et c'est, je pense, une bonne définition pour dire qu'est-ce qu'un robot en termes physiques, pas juste un bot automatique sur Internet. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, c'est une bonne définition, c'est-à-dire qu'il y a la notion effectivement de programmation, il y a la notion d'automatisme, en fait d'interaction avec son environnement, du fait qu'il va modifier son environnement, et le fait qu'il est effectivement dans un cadre où il va réaliser, accomplir une action qu'on lui a fournie, qu'on a programmée ou qu'il s'est donnée. Donc ça fait partie d'une bonne définition effectivement, et effectivement je te rejoins sur la partie mécatronique où c'est un ensemble de domaines qui viennent se fusionner à un endroit. On raccroche beaucoup la robotique de la mécatronique, c'est dans
dans le même cercle, même si la mécatronique, voilà, c'est plus que de la robotique. Il y a énormément aussi de données. On va retrouver de la mécatronique dans les voitures, qu'elles soient autonomes ou pas. On va retrouver de la mécatronique dans des fusées. Enfin voilà. Mais effectivement, c'est une fusion de plein de sujets différents. Et ça qui fait que c'est un sujet assez intéressant. Une petite illustration de si on prend un peu on va dire un résumé de la slide précédente en prenant un peu ce qu'on fait en mécatronique. En fait, un robot, en soi, c'est juste un assemblage de plusieurs éléments. On a en haut la base roulante, donc ce qui permet au robot de se déplacer. Juste à côté, un bras robotique, donc par exemple un exemple d'actionneur que pourrait avoir un robot pour pouvoir accomplir une action dans son environnement. Une carte électronique pour piloter le tout, des capteurs comme un module sonar comme celui que j'ai pu mettre et du code. Et je trouve que graphiquement, ça représente un peu ce dont on va parler, vite fait. Complètement, oui, complètement. Voilà. Du coup, j'ai lâché un mot juste avant. J'ai parlé d'environnement. C'est quelque chose qui est très important en robotique et qui est même en fait l'essentiel. L'environnement, c'est l'environnement dans lequel va fonctionner le robot. C'est vraiment le sujet d'étude. Quand on va vouloir réaliser un robot, on fait pas un robot juste pour le fun. Enfin, si, on fait un robot pour le fun, mais dans les contraintes du robot, va falloir commencer à réfléchir de qu'est-ce qu'on veut faire avec le robot et où. Et l'environnement, c'est le truc principal. Si on veut faire un robot qui va sous l'eau, va falloir commencer à réfléchir à avoir un robot étanche, un robot qui est capable de se déplacer sous l'eau, qui est capable de remonter et de descendre. Donc, premier thème important, l'environnement, qui impose des contraintes sur la conception du robot, qui réduit les options technologiques malheureusement. Par exemple, les capteurs qu'on utilise pour une voiture autonome, on ne peut pas les mettre par exemple sur un robot sous-marin. Et ça peut aussi imposer des normes. Là, c'est plus pour la partie industrielle, où quand on développe des robots pour certains domaines, on va se taper des bonnes normes qui vont vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire, comme l'avionique. Voilà. Effectivement, l'environnement, je pense, c'est bien de commencer par ça parce que c'est vrai que ça va définir ce qu'on va faire avec un robot. Il y a cette idée que demain, les robots vont faire énormément de choses, mais aujourd'hui, on est contraint de les construire, de les concevoir, de les imaginer pour l'environnement dans lequel ils vont fonctionner. Et effectivement, l'environnement, il contraint énormément la conception du robot. Donc, c'est effectivement la première chose qu'il va falloir imaginer. On ne conçoit pas un robot pour la Coupe de France de robotique comme on concevrait, par exemple, un robot qui va sous l'eau ou un drone volant. Enfin voilà, il y a toutes des règles, mais entre autres l'environnement dans lequel il va évoluer, effectivement. Pour les illustrations, en bas à droite, c'est une illustration de la Coupe de France robotique justement, qui montre que là, on est sur des robots qui se déplacent sur une table plate. Par rapport à un robot sous-marin, on a vraiment un bond au niveau de l'environnement. Et ce qu'on fait sur, par exemple, la Coupe de France robotique, ça ne peut pas illustrer ce qu'on pourrait faire sur un robot sous-marin. Mais on peut quand même retrouver des éléments communs avec d'autres environnements, qu'on va peut-être parler un petit peu. Type de robot, pour redonner quelques termes. Le premier type, c'est un peu le type fourre-tout, qu'on appelle robot mobile. Et que quand on parle de robot, généralement, les gens se représentent ce type-là en particulier, mais il y a plein d'autres robots. Le robot mobile, c'est le robot qui est capable de se mouvoir. Typiquement, votre Roomba, c'est un robot mobile. C'est un robot qui se déplace de manière autonome et voilà, dans votre salon. Il est capable d'analyser son environnement. Le Roomba est capable de détecter quand il touche un mur, par exemple, pour ne pas l'abîmer. Et on le retrouve, ce type de robot, on le retrouve partout en fait. On le retrouve en domotique, comme le Roomba du coup, dans le militaire, faut pas croire, mais c'est un domaine où les militaires sont très intéressés, puisque pouvoir intervenir sur une zone de conflit sans prendre de risque pour des opérateurs, effectivement, c'est très intéressant. Et l'exploration, donc par exemple les milieux sous-marins, où on envoie des petits robots faire des prises de vue ou analyser, par exemple les conduits qui font passer les câbles internet à travers l'océan. Souvent c'est des robots qui vont vérifier l'état des câbles avant d'envoyer des gens, parce que c'est pas évident de faire la plongée là-bas. Donc voilà, le robot mobile, c'est un robot un peu fourre-tout, vous pouvez trouver tout et n'importe quoi. C'est même une catégorie qui est très large puisque effectivement ça va vraiment dépendre, on va revenir sur l'environnement, hein. C'est-à-dire que selon l'environnement dans lequel on va être, je pense que c'est un des types de robots qui est à la fois, comme tu dis, fourre-tout, mais aussi le plus complexe à imaginer parce qu'un bras robotisé, c'est assez polyvalent, on va dire. Dès qu'on va faire de la mobilité, l'environnement il va jouer un rôle déterminant. Donc c'est presque, on pourrait le sous-catégoriser au besoin ce type de robot.
tu m'as fait une bonne transition. Le robot industriel qui est en fait un des robots les plus on va dire qui est un des plus vieux modèles qu'on a en application sur une application concrète puisque c'est un domaine assez contraint industriel. Généralement c'est des robots qu'on utilise pour faire de la manufacture, donc que ce soit l'assemblage de voitures, la fabrication de pièces, juste de transporter des cartons par exemple. Donc c'est un type de robot qu'on a depuis bien longtemps. Ça fait plus de 40 ans même je crois et même plus encore pour ceux qui étaient opérés par des opérateurs du coup. Généralement c'est des robots qui sont fixes, des robots qui bougent pas beaucoup, mais il en existe certains qui se déplacent, notamment dans des usines où vous pouvez en trouver qui sont accrochés au plafond, qui se déplacent tout le long de l'usine pour déplacer des charges. Généralement ils sont capables d'accomplir des actions très précises, c'est pour ça qu'on les prise. C'est par exemple on leur fait souder des châssis de voiture parce que eux ils sont plus précis qu'un humain. L'humain il risque de glisser et de rater sa soudure. Le robot généralement il va pas avoir ce problème. Généralement, il n'y a vraiment qu'un seul domaine d'application pour celui-là, c'est l'industrie au général. Toutes les industries sont concernées. En fait, de notre jour, on parle de beaucoup de robotique industrielle et logistique. Ça permettra de faire un bond après. Voilà. Je ne sais pas si tu en parles après, mais il y a des nouveaux robots il y a une nouvelle branche de la robotique industrielle qui se développe pas mal, c'est la cobotique. Un petit peu, j'en parle pas beaucoup. D'accord, je peux en parler peut-être Vas-y. maintenant. Ok, d'accord. C'est la cobotique, c'est-à-dire que là, on a, c'est bien sur l'image, on a des gros robots industriels. Vous voyez, il y a des cages autour, c'est des choses qui sont programmées, c'est des robots qui sont faits pour tourner avec un programme fixe pendant, c'est du 24/7/7. Et surtout, ce sont des robots qui sont assez dangereux. On ne rentre pas dans une cage avec un robot comme ça. Il y a des sécurités, il faut le bloquer. Voilà, c'est un endroit où seuls les robots vont aller et vont interagir. Il y a du coup une autre branche qui s'appelle la cobotique. Et l'idée de la cobotique, c'est plutôt de faire des robots à échelle humaine qui vont travailler à côté de l'être humain, donc pas contraints dans un grillage, donc avec des sécurités, avec tout un système de normes pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien, pouvoir s'arrêter en cas d'urgence. Mais ce sont des robots qui ont pris une grosse part de marché, puisqu'en fait, c'est des robots qui sont moins chers, beaucoup plus facilement opérables, parce que généralement, on peut leur apprendre à faire des choses juste en les prenant par la main, voilà, pour les amener à certaines positions. Et donc, du coup, c'est un secteur de la robotique qui commence à toucher les PME et les TPE, même certains corps d'artisanat. Voilà, donc c'est un des champs de la robotique qui est en train de fortement se développer en ce moment et qui rentre directement en concurrence avec les robots industriels et les fabricants de robots industriels. Donc allez voir un petit peu ce qui se fait un peu sur la cobotique. Il y a des choses très très intéressantes qui arrivent. Dernier, on va dire, j'ai essayé de quelques autres types. C'est vrai que j'aurais pu mettre la cobotique, mais la cobotique peut rentrer dans les robots éducationnels. C'est ça, c'est robots collaboratifs. Collaboratifs, voilà. Du coup, je parle de deux grosses catégories qui existent. Les robots éducationnels, donc qui sont faits que pour faire de l'éducation et de la recherche. Le premier exemple, j'ai mis un exemple français et qui est même le plus gros robot éducationnel sur le marché, qui est Nao. Que vous pouvez retrouver à pas mal d'endroits, notamment à la RoboCup, la coupe de robotique de foot. Donc il y a des équipes full remplies de Nao comme ça, c'est très mignon à voir parce qu'ils ne font que de tomber par terre avec le ballon. Et voilà, donc un exemple typique, c'est vrai que pour intéresser les gens à la robotique, on a commencé à créer des robots, on va dire, qui n'ont pas une utilité très grande, mais qui permettent d'explorer pas mal de choses. Le Nao est équipé par exemple de caméras, il est équipé d'un micro, il est équipé de haut-parleurs, donc il est capable de vous parler, il est capable de voir ce que vous faites, donc pas mal de choses. On a aussi donc les robots collaboratifs qui eux travaillent en flotte de robots, chose qu'on voit de plus en plus, par exemple dans la robotique pour la logistique. Donc là j'ai mis un exemple d'un partenaire de la Coupe de France de robotique, donc Exotech, qui est une entreprise de robotique française à Lille, qui réalise des robots donc, comme ceux de la photo qui peuvent déplacer des caisses remplies de matériel. Donc c'est souvent pour des entreprises de e-commerce pour faire des commandes automatisées. Et l'intérêt, c'est d'avoir une flotte de robots capable d'aller chercher dans ton entrepôt les produits dont tu désires, qui te les ramènent, et toi tu peux préparer ta commande sans devoir aller chercher dans l'entrepôt à l'étagère 36, à l'E3, la paire de baskets que le petit Jordan a pu commander. Voilà, un petit exemple.
En robot éducationnel aussi, tu avais mis une image d'un robot, d'un bras robotisé sur la troisième ou quatrième slide. Il y a Nirio Effectivement, qui est pas oui. très loin, hein, qui est une boîte française qui est sur l'île, qui a fait son premier robot. Donc c'est un bras robotisé, c'est un mini Kobo d'éducation, on va dire, qui avait fait leur premier robot en impression 3D et qui là sortent des gammes de robots pour l'éducation très très intéressantes aussi. Et beaucoup moins cher Que Nao, oui. que Nao pour le coup. Mais oui, sur les robots collaboratifs, effectivement, on va mettre les flottes de robots, les UGV, les cobots, les bras cobots. Il y a énormément de choses qui vont arriver aussi à ce niveau-là. Ne serait-ce que parce que les technologies permettent de faire des robots de plus en plus petits et de plus en plus connectés avec l'environnement. On va parler un peu de composants de robot, de ce qu'il y a dans votre robot et de pourquoi il va falloir commencer par réfléchir un petit peu à votre architecture avant de commencer à fabriquer votre robot. Et le premier, c'est un élément que souvent les équipes de la Coupe de France de robotique sous-estiment et qui est pourtant l'essentiel parce que si vous ne l'avez pas, vous ne participez pas. De manière simple, c'est la base roulante. La base qui permet à votre robot de se déplacer. Alors on dit base roulante parce que généralement on fait des robots avec des roues, mais je vais caler dans base roulante tous les trucs qui permettent à un robot de bouger de manière générale. La base roulante, comme on a dit, ça dépend de la contrainte de l'environnement. Ça dépend dans quel milieu on doit évoluer. Souvent, c'est une bonne partie du budget du robot. Faut pas croire, mais sur un robot couple, c'est généralement un tiers du budget qui part dedans parce que ça coûte cher. Et c'est aussi une bonne partie du projet, puisque juste faire le développement et d'avoir quelque chose de fiable qui permet d'avoir un robot qui se déplace de manière précise, ça prend beaucoup de temps. Est-ce que tu veux compléter ou... C'est vrai que c'est 80% du projet, c'est-à-dire qu'en général on dit faites d'abord votre base roulante et puis après vous mettrez un servomoteur dessus pour pouvoir faire des actions. On est un peu là-dessus. De toute façon, dans les contraintes d'une coupe et dans les contraintes d'un robot mobile, si le robot ne bouge pas, c'est déjà plus un robot mobile, c'est un robot immobile. Donc, bien sûr que c'est vraiment l'étape qu'il faut réaliser en premier. C'est pas forcément gratifiant parce que généralement on réfléchit plutôt à comment est-ce que je vais trimballer mon élément de jeu, qu'est-ce que je vais faire, on va faire un bras, etc. Mais bien souvent c'est là où ça pêche, c'est sur le déplacement précis et la mobilité. Donc oui, effectivement, s'il y a un conseil, commencez par ça, fiabilisez ça et puis le reste viendra plus tard. Base roulante, du coup j'ai essayé de caler quelques différents types, il y en a beaucoup trop. C'est pas une base roulante. J'ai dit que je calais tout ce qui bougeait. Les deux premières bases, c'est des bases à base de roues, ce qu'on retrouve beaucoup dans la robotique mobile. Il y en a deux types. On a la différentielle, l'autonome. La différentielle, le concept, c'est que les moteurs, on est sur des robots qui peuvent se déplacer qu'en translation sur un seul axe. Donc ça veut dire que votre robot, il fait des marches avant, marches arrière, et quand il veut changer de direction, il doit tourner sur lui-même, ou tourner d'une certaine manière, un peu comme une voiture, par exemple. Alors que là, on a d'autres robots comme les robots autonomes où le but, c'est qu'en fait, le robot peut se déplacer dans n'importe quelle direction. Et là, ça offre beaucoup de possibilités. Mais c'est plus complexe à faire. Et les maths sont très sympas, d'ailleurs. On a d'autres bases, la base mécanome qui est entre la différentielle et la holonome, qui permet de se déplacer sur les côtés. Et on a après des robots par exemple à pattes, comme les robots araignées qu'on retrouve beaucoup, qui eux ont l'avantage de pouvoir se déplacer dans des environnements un peu plus difficiles, comme des environnements où il y a du relief. Et on a d'autres bases, d'autres types de bases. On peut avoir des robots c'est des boules qui tournent. On a des robots qui volent. Enfin bon, on pourrait me caler beaucoup de choses et je pense on va pas non plus trop illustrer parce que sinon c'est n'importe 4 ans. Et puis encore une fois, très dépendant de l'environnement et ce qu'on va retrouver énormément à la coupe, c'est des différentiels et des holonomes avec les mécanomes effectivement qui sont présents aussi sur le terrain. Et quelques robots à pattes. Ça arrive, c'est plus rare on va dire. Oui, j'ai un exemple juste là. Et voilà. Et oui, j'ai retrouvé une photo très sympa. Pour les bases roulantes, on utilise pas mal de types d'actionneurs. Le premier, c'est la roue. De base, c'est le truc simple. On a inventé ça il y a des millénaires et ça marche toujours. J'ai mis 3 types de roues différentes. On a la roue simple que vous retrouvez sur votre voiture, mais à côté, vous avez des roues un peu bizarres. La première, c'est une roue holonome, c'est Omni-Wheel en anglais. C'est des roues avec des galets sur la tranche qui permettent à la roue en fait de pouvoir se déplacer sur le côté. Ça veut dire que cette roue, elle permet en fait d'aller dans n'importe quelle direction.
Et à côté, on en a une encore un peu plus bizarre, un peu plus complexe, qui est la roue mécanum, qui elle permet à la roue de pouvoir translater sur le côté quand on fait un bon mouvement. Voilà. Après, vous avez d'autres types de robots qu'on retrouve pas mal. Les robots à chenilles, qui sont une alternative assez intéressante, surtout pour se mouvoir dans des, dans, dans des environnements avec du relief. Et bah, les robots araignées, comme j'ai dit, là j'ai mis un exemple qui est un robot de la Coupe de France de robotique pour le coup, puisque ça a existé. Euh, D'ailleurs, le robot roule toujours, hein, puisqu'il était au Luxembourg. Je l'ai revu, effectivement, il a refait rouler, ça m'a fait très plaisir de le Voilà, revoir. ça fait plaisir de le revoir traîner un peu parmi nous. Voilà. Bon, je pense qu'on va pas trop s'éterniser Voilà, on là-dessus. pourrait faire une conférence pendant 1 heure sur les bases roulantes uniquement. Donc on va Ouais, peut-être voilà, pas- les bases roulantes, c'est un sujet assez complexe. Juste quelques tips. Comment choisir sa base roulante quand on fait un robot? Bah, la première question, comme on disait, c'est l'environnement. Quel est mon environnement? Quelles sont ses contraintes? D'ailleurs, c'est quelles sont les performances attendues. Va falloir au bout d'un moment vous faire des choix. Genre, qu'est-ce que vous voulez comme vitesse, comme coupe. Quand vous devez déplacer des charges, c'est important. Quelle précision, parce que si vous devez faire des actions très précises ou alors que vous avez besoin d'un robot qui va d'un point A à un point B et on s'en fiche, bah, ça compte. De quelle manière vous contrôlez votre base roulante? C'est important, hein, parce que plus vous avez un contrôle complexe et plus bah, vous allez passer de temps dessus. Et quelle manière pour la localiser? Et justement, c'est une bonne transition puisqu'on va parler de localisation, qui est un des gros sujets de la robotique. Il n'y a pas de solution parfaite, mais il y a des solutions qui se complètent. Voilà, pareil, séminaire pendant une journée, Ouais, sur la séminaire pendant une localisation. journée là pour le coup. Certains vont nous parler de leur méthode géniale à base de lidar sur des bordures. Euh, du coup, le but de la localisation, c'est de connaître la position du robot. On fait des robots, bah, c'est bien de savoir où ils sont, surtout si on doit faire des actions particulières avec de la précision et potentiellement bah, pouvoir les récupérer quand ils ne marchent plus. Voilà. Si le robot est capable de connaître sa position, il est capable de mieux contrôler sa trajectoire. Vous pouvez faire des robots avec des trajectoires sans qu'il connaisse sa position et au feeling, il peut y arriver. Mais c'est pas forcément ouf. On en trouve deux types de localisation, on va dire en général. On a la localisation relative, où c'est une localisation qui dépend de l'état précédent du robot. Ça veut dire que le robot va mesurer par exemple son déplacement d'une certaine manière et il va bah, modifier la position à laquelle il se voit par rapport au déplacement. Ça veut dire que si vous n'avez pas mis le robot dans un état particulier et que vous le lancez et qu'il commence à bouger, il va savoir combien il s'est déplacé, mais il ne sait pas où il est précisément. Et vous avez la localisation absolue, quand par exemple vous pouvez référer au GPS qui vous permet de placer le robot d'une manière précise avec des coordonnées, par exemple dans un référentiel terrestre ou voilà, peu importe votre référentiel. Voilà. Et du coup, c'est quelque chose qui est important parce que la localisation, ça permet de vérifier que votre robot fonctionne bien. Si vous voyez que quand vous demandez au robot de faire 1 mètre et que la localisation dit qu'il a fait 50 cm, il n'y a pas d'être un problème sur votre robot. Ça permet de corriger les erreurs du robot parce que le robot va faire des erreurs, hein. On est dans un cadre concret. On fait bouger des robots dans des environnements variés et certains environnements sont très contraignants. Juste les frottements de l'air peuvent impacter un robot et peuvent l'empêcher d'atteindre sa position et de faire des erreurs. Et bah, surtout, ce sujet est très lié à la base roulante parce que selon votre méthode de localisation, votre base roulante, elle va pas ressembler à la même chose. Voilà. Quelques technologies qu'on utilise sur la localisation, surtout sur la Coupe de France robotique, mais pas que. Je parle de différents types de capteurs couramment utilisés. Vous avez l'IMU pour Inertial Measurement Unit. Ouais, je connais ça par cas. Qui est une unité de mesure, une unité de calcul qui permet, avec différents capteurs, qui est capable de déterminer votre déplacement dans l'espace sur 3 axes généralement, donc c'est plutôt pratique. Vous avez les codeurs incrémentaux qu'on retrouve beaucoup à la coupe, donc j'ai voulu le caler ici parce que c'est une des technologies les plus utilisées, si ce n'est la plus utilisée, qui est une technologie qui permet de détecter la rotation de votre robot. L'idée, c'est la rotation, qui permet de mesurer une rotation avec un capteur particulier, et ça tombe bien, si vous le montez sur une roue, vous êtes capable de mesurer le déplacement de votre robot dans l'espace. C'est une technique beaucoup utilisée et que actuellement 90% des équipes se reposent là-dessus. Bah, et puis là, tu as mis une photo d'un capteur lumineux, quoi. Oui. Donc aujourd'hui, on a d'autres technos qui sont sortis, notamment magnétiques, où on commence à avoir des choses qui sont vraiment très très petites avec des précisions assez importantes. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi la conclusion de la partie sur la localisation, c'est que depuis des années, on a des solutions qui deviennent de plus en plus intéressantes et de moins en moins coûteuses et de plus en plus précises. C'est ça, de plus en plus efficace. Vous avez le LIDAR, donc j'ai jamais l'acronyme de LIDAR, c'est Light.
Joker. Infrared, j'ai oublié. C'est un capteur laser souvent rotatif qui permet de pouvoir mesurer, on va dire, des distances dans son environnement. Et on arrive maintenant à faire des lidars qui sont capables de faire des mesures en 3D. L'intérêt de cette technologie, c'est souvent ça se rebase sur le laser et le laser n'est pas perturbé, par exemple, quand il fait noir. Donc, vous prenez une voiture autonome et c'est cool parce que la voiture, elle voit même s'il fait noir, il n'y a pas besoin d'éclairer. Vous avez aussi des capteurs optiques qu'on peut utiliser. Le GPS, il y a plein de technologies. J'ai mis un exemple de capteur de souris, puisque ces dernières années, il y a pas mal de gens qui sont intéressés par ce genre de technologie pour leurs robots, puisque effectivement, une souris est capable de déterminer son déplacement sur votre plan de travail, et donc alors pourquoi pas sur un espace plat. Voilà. Ouais, sur le même principe, le système de caméra qui vient regarder la variation de texture et du coup le déplacement en XY sous un robot ou sous un drone. Ça fonctionne super bien et voilà, effectivement, toutes ces technos, elles commencent à être facilement intégrables un petit peu partout. Et pour pas trop cher. Et pour pas trop cher. On parle un petit peu, un sujet qui est un peu en rapport, un peu éloigné, puisqu'on parle toujours de capteurs, c'est la détection. On va être intéressé que le robot puisse observer son environnement. Typiquement, vous êtes une voiture autonome, vous allez vouloir détecter qu'il y a un obstacle devant vous et vouloir vous arrêter. Ça se regroupe un peu avec la localisation aussi, parce qu'on peut avoir des technologies qui permettent de faire les deux à la fois. Et donc l'idée, c'est qu'il va falloir réfléchir à qu'est-ce que je vais mettre comme capteur sur mon robot pour pouvoir voir mon environnement. Et là, il y a niveau capteur, vous pouvez y aller. Il y a vous cherchez capteur robotique. Vous en avez sur Wikipédia et sur Google, vous devez en avoir des milliers de résultats différents. Voilà. Donc j'ai listé les 4 qu'on retrouve beaucoup en général. Donc l'ultrason qui est un des capteurs les plus présents, je pense, dans la domotique par exemple. On a les capteurs infrarouges. J'ai mis une photo d'un modèle particulier qui a dû faire souffrir pas mal de gens dans cette salle. Le capteur laser, donc lidar, donc ça, celui d'en bas, c'était un lidar rotatif qu'on retrouve beaucoup, par exemple, sur la Coupe de France de robotique. Et bien sûr les caméras, puisque maintenant on est capable de faire de la vision de manière fluide et de manière efficace. Surtout qu'avec les réseaux de neurones, on est capable de faire de la reconnaissance d'objets, de personnes. Donc pour un robot, on peut faire à peu près tout et n'importe quoi en détection. Et ça c'est vraiment sur la partie caméra, ça c'est aussi quelque chose qui s'est énormément développé là, ces dernières années, puisqu'aujourd'hui on a du hardware, donc des puces qui sortent avec directement des fonctionnalités de détection d'AI intégrées, pareil à des prix qui sont assez impressionnants et qui permettent d'avoir des systèmes qui sont aussi petites que la caméra qu'on a là, mais autonomes et qui vont permettre de renvoyer uniquement les positions des objets détectés. J'aimerais juste rajouter qu'effectivement, il n'y a pas un capteur, ne cherchez pas le capteur qui fait tout. À chaque fois, dans un robot, vous avez un ensemble de capteurs avec leurs capacités, et c'est ça qui va vous permettre de détecter l'ensemble de votre environnement. Voilà. Donc, il faut s'intéresser un petit peu à toutes les technos, à ce qui sort, à ce qui arrive, et être en capacité de les intégrer au fur et à mesure et en fonction de ce que vous voulez détecter. On va parler d'un dernier sujet un peu, les actionneurs du robot. Parce que effectivement, au bout d'un moment, on a un robot qui roule, on a un robot qui voit les trucs. On aimerait bien que notre robot fasse des trucs aussi potentiellement. Je sais pas, hein, vous prenez un robot qui doit ouvrir des portes, oui, il va falloir lui donner les moyens d'ouvrir cette porte. Donc là, c'est juste je vais parler de plusieurs techniques qu'on utilise pour, par exemple, faire des actionneurs simples en robotique, mais il y en a là aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous pouvez vous inspirer de ce qui se fait dans l'industrie, par exemple. Voilà. Donc j'ai listé, on va dire, les principaux que nous on voit. Vous avez la pince, simple, efficace, généralement, mais pas aussi simple que ça en fait. Les technologies par ventouse, d'ailleurs c'est sur un bras cobot la photo. Ouais, j'allais dire, ouais, là il y a un cobot là. Voilà, c'est sur un bras cobot pour le coup. Et donc, les technologies par ventouse qu'on retrouve beaucoup dans la logistique, puisque ça permet d'attraper des objets avec des formes variées de manière efficace et sans devoir avoir une grosse pince énorme. La technique du chasse-neige, c'est bête, mais un robot, ça peut pousser des trucs. Et les gens sous-estiment cet aspect-là, parce que en fait, si vous devez amener un objet d'un endroit A à un endroit B, potentiellement, le robot peut juste le pousser. Il n'y a pas forcément besoin de faire quelque chose de compliqué. Vous avez aussi tout ce qui est magnétique, avec autour du magnétisme, donc pouvoir avoir un électroaimant ou juste un aimant pour attraper un objet métallique et le rapporter, ça marche aussi. Et une technique qu'on voit beaucoup ces dernières années, l'aspiration, puisque
Maintenant, c'est assez ouvert. On peut démonter un aspirateur et le monter dans son robot, ça marche. Les turbines. Des turbines, voilà, qui font beaucoup de bruit et qui permettent, par exemple, d'aspirer des éléments disséminés. Sur un robot aspirateur, typiquement, il a une turbine pour aspirer les miettes et les mettre dans son réservoir. Donc, c'est une technologie qui peut être utilisée pour aussi attraper des objets comme des verres comme celui-là. Et je dis ça parce que ça s'est fait, justement. On a eu un exemple il y a pas si longtemps que ça. Bon, c'est bien, on a un robot qui fait des trucs, enfin, qui est capable de faire des trucs. Maintenant, il va falloir commencer à réfléchir de qu'est-ce qu'il fait, qui est-ce qui pilote le robot. Ah oui, t'as vu, c'est tout mignon, j'ai pensé à toi. On va pas, au bout d'un moment, il va falloir mettre de l'électronique dans son robot. Un robot 100% mécanique, c'est possible, mais ça marche mal. Voilà, c'est pour être méchant. Mais l'idée, c'est que va falloir mettre de l'électronique dans son robot pour pouvoir alimenter le robot, prendre des décisions, recevoir des ordres d'un utilisateur, lire les capteurs, voilà, plein de choses. Et donc, généralement, c'est une partie qu'il ne faut pas sous-estimer parce que potentiellement, ça va limiter les capacités du robot parce que vous n'allez pas avoir assez de puissance pour faire bouger votre robot. Donc, il y a quelque chose qu'il va falloir dimensionner. C'est essentiel, hein. Sans ça, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez même réfléchir pour que ça soit modulaire de façon à ce que je dise je suis un robot et je peux brancher différents types de capteurs selon ce que j'ai envie. Ça marche quand même parce que je l'ai prévu. Et vous avez beaucoup de choix possibles. Si vous prenez par exemple sur la Coupe de France de robotique 2 robots, vous les ouvrez, vous n'aurez pas la même électronique entre les deux. Je vous l'assure. Genre, j'ai jamais vu 2 équipes avec la même électronique. Enfin, sauf quand elles viennent de la même structure. Voilà. Et là, j'ai essayé de lister les unités de contrôle répandues qu'on trouve en robotique parce que il y en a des milliers. On en trouve 3 grandes et j'ai mis les modèles les plus connus pour le coup. On a les microcontrôleurs qui sont des unités de calcul simples qui permettent de faire des opérations et du code minimal pour interagir avec des actionneurs, avec des capteurs. Et là, j'ai mis une Arduino qui est le plus connu, je pense. On peut utiliser des mini PC parce que on est à une ère où on est capable de générer des systèmes d'exploitation compacts, efficaces et qui tournent sur des ressources réduites. Et donc, on est capable de faire mettre des mini PC dans les robots pour faire des traitements intelligents, notamment traiter des caméras. Donc, j'ai mis une Raspberry Pi par exemple, qui est, je pense, le mini PC que tout le monde a en tête, qui est de toute façon le plus répandu dans la communauté des makers. Et enfin, le FPGA, qu'on retrouve un tout petit peu, mais qui est très particulier, c'est un domaine de niche. C'est un composant capable qui fonctionne avec de la logique booléenne un peu. On va simplifier. Je ne vais pas expliquer, mais j'explique ça demain d'ailleurs pour la programmation embarquée. Mais c'est très compliqué et ça permet de faire pas mal de choses, notamment de traiter des signaux de capteurs de manière très efficace. Mais c'est très très compliqué et les gens qui ont ça dans leur robot, courage. Encore une fois, le but n'étant pas de choisir une seule unité de contrôle. Souvent, on va avoir plusieurs unités de contrôle différentes en fonction des avantages et des inconvénients de chaque et qui vont communiquer entre elles afin de pouvoir réaliser l'ensemble des actions. Il n'est pas rare d'avoir des petites cartes à microcontrôleurs à l'arrière des moteurs pour gérer uniquement un déplacement qui va remonter derrière à un mini PC pour gérer plutôt la partie haute en fait, du développement. Généralement, il y a même des gens qui ont les 3 dans leur robot. Voilà. Courage. On va parler un peu de logiciel, même si quelqu'un a préparé une conf là-dessus. Il va falloir faire du code pour piloter le robot, un minimum, même si votre robot est radiocommandé, il va falloir faire peut-être un petit peu de code. Il fallait faire une petite distinction parce que c'est pas un concept assez connu, le concept de bas niveau, haut niveau. Donc j'ai pris un petit graphique qui explique bien. L'idée, c'est plus vous êtes bas niveau quand vous faites du développement, plus vous allez être proche de la machine et plus vous allez faire des interactions. Typiquement, quand vous allez faire bouger, allumer une LED sur votre robot, lire un capteur, c'est très bas niveau pour le coup. Alors que dès que vous allez commencer à prendre des décisions, avoir de l'IA, du machine learning, ce genre de choses, là on va être sur du plus haut niveau. Et pour ça, il va falloir choisir des outils adaptés. Typiquement, vous ne pouvez pas prendre un outil haut niveau comme du JS pour faire du bas niveau. Enfin, si c'est possible, quelqu'un va en parler, mais ce n'est pas forcément le premier outil auquel on pense pour faire ce genre de tâches. Ça dépend aussi de la plateforme choisie. Vous ne pouvez pas utiliser tous les outils que vous voulez sur toutes les plateformes, hein. Malheureusement, certaines plateformes vous obligent à utiliser un seul outil, ou 2, s'ils sont gentils.
Mais vous avez beaucoup d'outils. J'ai listé plusieurs langages de programmation, par exemple, mais niveau outils, vous n'êtes même pas obligé de passer par des langages de programmation, puisqu'il existe même des équivalents de ce qu'on appelle des no-code, qui permettent de faire, par exemple, de la programmation avec des graphiques. Par exemple, Lego Mindstorm, c'est de la programmation. Vous pouvez faire de la programmation, mais vous pouvez juste faire des graphiques reliés et ça fait des séquences d'actions sur votre robot. Scratch. Scratch, pour ceux qui ont fait ça au lycée, parce que j'ai entendu dire qu'on en faisait au lycée. Voilà. Et même avant maintenant, au collège aussi. Ah oui, oh. On arrive tranquillement à la conclusion, et je crois on a respecté le timing. Waouh. Du coup, est-ce que vous avez des questions, que ce soit en live ou dans le public? Non. On a des roboticiens chevronnés dans la salle. On a des roboticiens chevronnés, ouais. Tu vois, Bon, bah, merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cette première, on va dire, petite conférence d'introduction.